Chers amis du matin, eh bien j'espère que رايحين نكونوا خفاف عليكم en cette matinée. Eh bien notre rendez-vous se renouvelle comme chaque mercredi. Aujourd'hui, on est le 20 novembre 2024. Il est 8 heures tapantes et la feuille de route d'aujourd'hui, elle est bel et bien variée, croyez-moi. Donc vous allez rester avec nous 1h30 durant jusqu'à 9h30 puisqu'on va commencer aujourd'hui notre feuille de route et notre programme avec la rubrique santé puisque le 20 aujourd'hui, il sera question de parler de du 20e congrès de pédiatrie avec nos médecins qui sont présents avec nous. Et bien sûr, le volet droit où il sera question de parler sur la violation du secret professionnel, surtout le secret médical. Et bien sûr, l'architecture sera présente avec nous. On va revenir sur un événement qui s'est passé cette semaine un peu partout, déjà Oran, Tlemcen, où il y a eu une conférence qui a été donnée sur l'imagination paysagère quand l'Orient rencontre l'Occident avec l'architecte Djilali Tahraoui. Et bien sûr, dernière ligne droite où il sera question de parler du programme du théâtre régional d'Oran où il programme beaucoup d'événements ces dernières semaines. Et bien sûr, nous allons recevoir Zeki Soufi qui va nous parler de l'organisation du salon Khotwatok. Voilà tout pour cette matinée. Comme d'accoutumé, on commence avec de la musique. On dit que de la musique qu'elle fait adoucir les mœurs. Et bien sûr, avec une troupe d'enfants qui chantent la patrie. Et on se retrouve juste après. Et voilà, de retour sur notre plateau et comme d'accoutumé, j'ai vraiment, je ne sais pas comment corriger ce défaut que j'ai. À chaque fois, je commence avec nos invités avant de commencer avec vous. Et bien oui, c'est mon péché mignon, on va dire, parce que je suis tellement avide de connaître un petit peu ce qui s'est passé lors du 20e congrès de pédiatrie que j'ai commencé à discuter avec nos invités, pas des moindres, puisque nous recevons avec nous Dr Abdelkader Djellouli. Alors lui, il est chef de service en néonatologie pédiatrique. Bonjour. Bonjour mademoiselle, honoré à chaque fois que je suis là, honoré de participer à cette émission. Et bien sûr, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de Dr Rafiq Terki Hussein. Alors lui, il est pédiatre tout simplement. Oui, salam, je suis pédiatre libéral. Je suis aussi secrétaire de la Société de pédiatrie de l'Ouest. Très bien. C'est elle qui a organisé le 20e congrès de pédiatrie de l'Ouest. Très bien. Et bien sûr, vous êtes avec un troisième et pas des moindres puisque c'est le docteur Selim Karam Mustafa. Alors lui, non. Ah non, oui,
Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. C'est Karim Hamida. Alors lui, il est chef de service en néphropédiatrique. Alors, ça va? Bonjour, je vous remercie pour cette invitation. Merci à vous de Voilà. l'avoir accepté. Merci messieurs. Je tiens à saluer les téléspectateurs, en particulier les parents de malades et les patients qui suivent régulièrement votre émission. Oh, c'est gentil ça. Merci beaucoup. Alors, parlez-nous un petit peu, docteur Gelouli. Alors, bien sûr, je m'adresse aux trois. Parlez-nous de ce 20e congrès, puisque ça a pris quand même des habitudes à organiser ce congrès de pédiatrie ici en Algérie. C'est devenu un rituel et on a commencé en 2002 avec notre société de pédiatrie de l'Ouest, la SPO. Et puis, on est à notre 20e congrès. C'est pas très facile d'arriver à 20e édition, oui. C'est la 20e édition. Et puis, avec des invités de toute l'Algérie, du centre, du sud, de l'ouest et de l'est. Et on a essayé de joindre l'utile à l'agréable en faisant participer et les résidents, et les assistants, et les maîtres assistants, et les professeurs, et les libéraux. Tout le monde a été impliqué. Tout le monde a été, voilà, même les étrangers ont participé à ce congrès. Voilà. Donc c'est un congrès international. International, voilà. Très bien, alors parlez-nous un petit peu de la participation algérienne, puis la participation internationale, et puis on va arriver quand même à des sujets un petit peu très pointilleux. Voilà, donc pour la participation algérienne, on a essayé d'inviter nos éminents professeurs pour des présentations. Vous avez le programme, il est très riche avec la reconnaissance de tout le monde, de tous les participants, les adhérents. Et puis on a fait participer les résidents qui sont les futurs pédiatres et deux étrangers. L'un c'est Julien Hogan, invité par Dr Hamida, le néphrologue, parce que c'est lui qui s'occupe de la néphropédiatrie, et Madame Virginie Rigour, qui est responsable du Lactarium de Paris, qui nous a fait une présentation sur l'allaitement maternel et la promotion, avec une spécialité cette année, c'est qu'on a essayé de récompenser le groupe de l'allaitement maternel, le groupe formateur qui va former au niveau de la wilaya de Mostaganem, de Ain Temouchent et d'Oran. Donc on les a récompensés pour leur travail tout au long de l'année. Voilà. Justement, la formation, elle prend une place très importante, surtout en médecine. Hein. Tout à fait. Notre objectif principal à la Société pédiatrique de l'Ouest, c'est d'assurer la formation continue des médecins, surtout les médecins pédiatres, que ce soit hospitaliers, hospitaliers universitaires ou bien les pédiatres privés, et aussi la formation continue des médecins généralistes, des résidents qui sont les futurs pédiatres, et d'autres spécialités comme la dermatologie, d'autres spécialités qui sont très proches de la pédiatrie. Ça permet non seulement de faire une formation continue, de faire une mise à jour de nos connaissances et de comparer nos travaux par rapport à ce qui se fait ailleurs, que ce soit dans le Maghreb ou en Europe. En Europe, et exactement. par l'occasion, on avait invité le professeur Julien Hogan, qui est chef service de néphrologie pédiatrique à l'hôpital Robert Debré, qui est un centre de référence international. Et l'objectif, c'est nous présentons ce qu'on est en train de faire avec nos patients. Eux, ils présentent leur Pour une protocole. mise à jour, justement. On fait une mise à jour et on a un esprit critique. Bien sûr. C'est-à-dire Et prendre connaissance aussi prendre connaissance des nouveautés. Est-ce qu'il faut qu'on change? Est-ce qu'il faut qu'on passe à un autre cap? Là, je dis que les médecins algériens ont acquis une grande connaissance. Ils sont actuellement... Quoi qu'ils suivent une formation très complète, hein, Tout au à niveau fait. des EHU, au niveau des CHU aussi. Tout à fait. C'est pour ça que quand les Algériens passent, les médecins algériens partent à l'étranger, ils sont rapidement mis dans le bain, ils sont bien accueillis. Ils sont voilà. Comme j'ai dit, actuellement, nous avons acquis une certaine expérience. Il y a des lacunes, il faut le dire, il y a des lacunes qu'il faut combler. Et là, le ministère de la Santé fait tout pour que les patients soient bien pris en charge en ce qui concerne le matériel, les médicaments. Et bien, prochainement, j'espère, la génétique. Ah, la génétique qui est très importante. Très importante. D'où la présence du professeur Bouhas lors du congrès. Oui, alors le professeur Parce Bouhas, que lui, il est spécialiste en voilà, génétique. il est spécialiste en génétique. Il était chef de service du centre Emir Abdelkader, centre anticancéreux, le CAC, le CEA.
Et en même temps, il a fait toutes ses études en hématologie et en génétique. Hein. Même à l'EHU, il était responsable du laboratoire de génétique. Même ses Donc recherches, voilà, on a, je laisse Dr Terki de parler de l'hommage qu'on a fait. Nous l'avons invité surtout pour lui rendre hommage. Lui et 3 autres professeurs. Lesquels? Ceux qui nous Ben, ont... c'est ce qu'on va voir. Voilà. C'est nos professeurs, ceux qui nous ont formés, qui ont formé des générations et des générations. Professeur Boudra qui est sur l'écran, qui travaillait à la clinique Amiral Cabral, c'est Michel. Professeur Touhami qui travaillait avec elle. Professeur Bouhas au CEA et professeur Chelebi qui travaillait au Marfan au CHU d'Oran. Au CHU d'Oran. Oui. On a fait Voilà. un clin d'œil à ces professeurs qui ont formé vraiment de génération en génération. Madame Boudra nous disait ils étaient 5 pédiatres au début à Oran. Et maintenant, nous sommes plusieurs pédiatres. Oui. C'est grâce à eux. Jusqu'à maintenant, ce que nous ont appris, je prends exemple de la fiche de surveillance des patients, moi je l'ai pris de professeur Chelebi, qui nous a enseigné à tout mettre, que le patient, toutes les données des patients soient mentionnées sur un dossier. Ça, c'est tout ce qu'on est en train de faire, c'est grâce à eux. Sans eux, la pédiatrie à Oran n'existe pas. Je tiens toujours à signer un des plus grands professeurs, c'est le professeur Agersif. Ah oui. Oui. Qui est un des premiers pédiatres avec un des pionniers pédiatres à Oran, et qui a axé la pédiatrie à Oran sur une sous-spécialisation. Effectivement. Et c'est pour ça qu'on trouve. Vous savez, qui ne le connaît pas? Voilà. Et c'est pour ça qu'on trouve un centre Emir Abdelkader qui est spécialisé dans tout ce qui concerne l'oncologie. Il y a l'hôpital de Canastel avec les différentes sous-spécialités. Vous savez, l'hôpital Canastel, c'est le seul hôpital pédiatrique à l'échelle nationale. Effectivement. Qui est axé que sur l'enfant. Et ce que j'ai remarqué justement à l'hôpital pédiatrique de Canastel, c'est qu'ils prennent en charge les enfants avec amour, avec certaines... Oui, j'ai vu quand même... Je vous remercie. Oui, mais c'est vrai, parce que là, ils prennent en charge les enfants, on va dire, avec des sentiments et tout. Parce qu'avant, des fois, on voit quand même des pédiatres... entre guillemets, il y a des pédiatres qui voient un petit peu le malade et puis hop, ça y est, c'est bon. C'est pour ça que nos professeurs nous ont enseigné de prendre en charge le malade et non pas le bilan et non pas sa radio et non pas sa maladie en entier. Et les pédiatres ont une particularité de prendre en charge toutes les spécialités et tout le corps humain, c'est-à-dire tous les organes. On n'est pas des pneumophysiologues, on n'est pas des cardiologues, on n'est pas des gastrologues, on essaie de prendre l'enfant, le bébé, le nouveau-né, le nourrisson, le grand enfant. Il faut deviner aussi où il a mal. Hein. Et voilà, on doit le faire parler et on doit essayer de faire un interrogatoire très complet. Et c'est ce qu'on a appris de ces professeurs. Ils ont formé non seulement des pédiatres, mais ils ont formé aussi des internes et des externes. Donc des milliers et des milliers de médecins qui prennent en charge tous les patients et les patientes algériennes à travers tout le territoire. Parce que Agersif est reconnu sur le plan mondial. Il a écrit dans les New England, c'est-à-dire les plus grands. Il y a aussi le professeur Brahimi, il y a le professeur revue internationale. Boukli. Oui, c'est ça. Professeur Chelebi et professeur Bouhas. Donc, ils ont, dans la littérature, on retrouve leur papier, leur traçabilité. Donc, c'est pour ça que je reviens à tout ce qui se fait à Canastel et je cède la parole à Dr Hamida parce qu'il est à l'hôpital Canastel. Il y a des gens qui travaillent ensemble. Voilà. Donc, c'est pour ça que... Alors, l'hôpital Canastel qui a une particularité unique d'avoir des services sous-spécialisés, néphrologie, pneumologie, hématologie, infectiologie, qui sont axés que sur l'enfant. C'est-à-dire, on prend en charge cette pathologie, mais en multidisciplinaire. Je prends exemple, mon service travaille avec le service de cardiologie. On fait des colloques, on se concerte pour la prise en charge des patients. Parce que, comme vous l'avez dit... Surtout quand il y a des malformations de naissance. Tout à fait. Un enfant, c'est difficile de savoir où il a mal. Donc, l'exploration doit être un petit peu plus profonde. Il faut donner du temps aux malades. Surtout, nous avons besoin des parents, en particulier, et je tiens à les saluer, les mamans. Vous savez, quand on reçoit une consultation, la première chose qu'on demande, la maman, elle est où? La maman, elle est très importante parce que c'est elle qui reste le plus longtemps avec l'enfant. C'est elle qui ressent ce que l'enfant ressent. Et là, honnêtement, une consultation sans la présence d'une maman en pédiatrie, on est très perturbé. Vous êtes dérouté aussi. Je les remercie, tout à fait. Parfois, le papa appelle la maman. Est-ce qu'il a une diarrhée? Est-ce qu'il a vomi?
Ben, il fallait la ramener. Oui. Oui. Bon, il y a des papas aussi qui n'aiment pas ramener leurs épouses dans des endroits pareils. Bon, mais bon, maintenant, ça commence quand même à changer. Hein. Oui, ça a tout à changé fait. quand même. Et là, on le voit sur le plan national, parce que je prends exemple le service de néphrologie pédiatrique, qui, dans plus de 80% de ces patients qui sont hors wilaya d'Oran. Effectivement, oui. Et là, on voit que cette notion de ne pas ramener sa femme commence à diminuer. À diminuer, Oui, exactement. Maintenant, c'est la femme qui ils prend, acceptent que les patients, le devant. parce qu'ils vont venir, ils vont rester. Et l'un des objectifs de la Société pédiatrique de l'Ouest qui fait la formation continue, c'est d'étendre les connaissances dans le domaine pédiatrique à l'échelle nationale. Pourquoi? Ça permet de réduire les orientations des patients des wilayas, surtout les wilayas du sud et du centre, Des wilayas vers retirés. ce qu'on appelle les centres de référence. Ça va diminuer la charge, ça nous permet de mieux prendre en charge le patient. Ça nous a permis de créer un réseau. Je prends exemple, on reçoit par mail ou bien par téléphone des appels pratiquement quotidiens de nos confrères qui sont très loin. On fait des échanges, ça permet d'éviter que le patient se déplace. C'est un confort pour le malade surtout et pour les parents. Et pour les parents, exactement. Alors, Non, je voulais juste enchaîner avec les patients du CAC, parce que c'est des enfants cancéreux et c'est pas évident de les prendre en charge. Pas du tout. Moi, je parle juste d'un cas où c'est un drame familial, où la maman présente une leucémie il y a 3-4 mois. Elle fait une allogreffe parce que c'est une LMA. Elle décède il y a une semaine, Allah yarhamha. La petite fille qui est fille unique, elle présente aussi un carcinome hépatique qui est une tumeur du foie, c'est un cancer du foie. Elle nécessite une greffe de foie en urgence. Et donc je lance un appel parce que son dossier est au niveau d'Alger. Et Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre de la Santé, si on peut faire une chose à cette patiente, 12 ans, fille unique, elle a perdu sa maman et ils sont dans un drame et elle nécessite une greffe de foie en urgence en Belgique. Son dossier est à Alger. Si on peut faire quelque chose à cette petite demoiselle à chercher il y a 12 ans. Voilà. Elle nécessite une greffe hépatique. Foie hépatique, voilà, en urgence en Belgique. Elle a son dossier, il faut qu'elle passe dans une commission. On perd du temps si on laisse traîner. Et donc je lance un appel, si on peut la prendre en charge rapidement. Le papa est déprimé, la maman vient de décéder et la petite fille, on risque de la perdre dans les jours, voire les semaines qui viennent. Donc voilà, donc je voulais parler de ce cas-là parce que c'est des cas qui sont très difficiles à prendre en charge. Et puis on peut régler tout ça. Et je sais que l'Algérie, il y a des hommes qui font du mieux qu'ils peuvent, pour prendre en charge les citoyens algériens. Il faut voir avec les réseaux sociaux. C'est à travers les réseaux sociaux, c'est plus rapide. Moi, je pense peut-être qu'il y a, on va dire, des hommes d'affaires, on va dire, qui pourront éventuellement prendre en charge. Mais l'Algérie a les moyens pour les prendre en charge. Il y a un dossier, il y a une commission, c'est-à-dire on peut les prendre en charge le plus normal du monde. C'est juste que ça prend du temps. Et donc, on a besoin de ce temps-là pour ces patients et on peut sauver toute une famille, on peut éviter tout un drame avec... Effectivement, oui. Alors, on revient au 20e congrès international de pédiatrie. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des sujets qui ont été abordés? Les sujets qui ont été abordés sont divers, comme la pédiatrie. Oui. Une petite parenthèse, la pédiatrie sociale est très importante en Algérie. Chez tous les pédiatres, est-ce qu'il a les moyens d'acheter les médicaments? Est-ce qu'il peut se faire opérer, etc. On fait énormément de social et alhamdoulilah. C'est notre but pour faire du bien aux enfants. Les sujets qui ont été abordés, nous avons abordé l'antibiorésistance. Ça fait des dégâts énormément. Les infections sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques. D'ailleurs, un chiffre qui va vous faire peur, en 2050, la première cause de mortalité dans le monde sera des infections résistantes aux antibiotiques. Avant les cancers, avant les accidents domestiques, avant les... Ça, c'est très... L'Algérie a commencé à travailler. Il y a des spots sur la télévision algérienne qui disent l'antibiotique, il ne faut pas donner d'antibiotiques n'importe. On y travaille. N'importe comment. Parce que moi, je pense que ce sujet-là, d'ailleurs, et ce problème-là, il doit être réglé au niveau des pharmacies aussi. Oui, tout à fait. C'est un travail de la maman qui travaille, qui donne l'antibiotique sans avis, la pharmacie, le pharmacien qui vend des antibiotiques. Nous sollicitons nos confrères pharmaciens
de ne pas délivrer des antibiotiques sans ordonnance. sans ordonnance, comme Voilà. ça se fait dans les pays, par exemple en France. Impossible d'avoir un antibiotique si on n'a pas une prescription médicale. Partout dans le monde, hein. Voilà. Ça sonne. Hein. Donc, pour enchaîner, on a eu... Voilà, 8h20. C'est un rappel. 8h20, bah oui, voilà, c'est un rappel. Oui. On a essayé d'innover, hein, comme à chaque fois, on a essayé de créer les groupes de surspécialité pour traiter ces thèmes-là. Oui. Et en même temps, on a créé des innovations spéciales SPO, comme la Minute SPO. C'est une minute, un message. On a trouvé qu'il y a un manque de concentration au bout de 20-30 minutes de conférence. Oui. Donc, on a créé ce qu'on appelle une minute, un message. Voilà, la Minute SPO. Et le message doit être clair, rapide et ça doit être ancré dans notre tête. Alors, je pense que vous avez communiqué tous les trois. Oui. Alors, quel est le sujet justement de votre communication en néphrologie? Voilà, moi j'ai abordé avec le professeur Julien Hogan un thème qui est très intéressant, c'est les infections urinaires. Ah, ça c'est courant chez les enfants. Voilà. Hein. Complètement. Mais comment y penser, surtout comment cacher voilà, comment y penser. Ouais. Il y a une certaine technique, une petite bandelette urinaire qui nous permet d'éviter de faire des explorations plus approfondies. Une petite bandelette urinaire qui coûte le Multistix, qui ne coûte pas très cher. Par exemple, s'il est négatif, très bien. Oui. S'il est négatif, ce n'est pas la peine de faire des ECB des urines qui coûtent pour l'État un petit peu cher. Et là, on peut découvrir beaucoup de choses. Oui, hein. On a centré, j'ai donné des exemples, j'ai donné des cas cliniques. Comme quoi, une infection urinaire n'est jamais anodine. Elle cache toujours quelque chose. Il ne faut pas les prendre. Parce qu'on entend souvent. Il ne faut pas les prendre à la légère. Je reçois des patients qui sont déjà malheureusement en insuffisance rénale chronique. Et quand je pose la question, c'est des patients qui ont fait des infections urinaires, qui n'ont pas été explorées. Et malheureusement, ils arrivent à un stade avancé. Et on a fait une étude au sein du service avec Dr Zalorqi Samia, qui est un assistant qui fait partie de mon équipe. Voilà. Elle a fait une étude sur quand même 164 patients, c'est pas anodin. Et on a découvert que plus on reçoit de ces patients, et plus le pronostic rénal est amélioré. Voilà. Ceux qu'on reçoit en stade 1, pas d'insuffisance rénale, stade 1, stade 2, on arrive à maintenir cette stabilité de la fonction rénale. Par contre, les patients qu'on reçoit à un stade avancé, ils passent rapidement en hémodialyse. Il faudrait prendre le mal. Ah ben voilà. Il faudrait le mal. Ça nous dérange. Même si, alors que vous pouviez reprendre ces malades. Oui. Même si actuellement, c'est vrai que la grève rénale commence à faire un pas en avant. On n'est pas encore au top. On en a parlé la semaine passée justement avec des professeurs. Voilà, on arrive à le faire. On a des patients qui ont été greffés. Notre premier souci, c'est souvent, on ne trouve pas de donneur. De donneur, exactement. On ne trouve pas de donneur. On a même abordé ce sujet sur les donneurs décédés, justement parce que c'est toute une conjoncture. Et croyez-moi, quand on prépare un couple, c'est-à-dire donneur-receveur, on doit être sûr que celui qui va donner n'aura aucun problème par la suite. Effectivement, c'est une responsabilité. Il peut vivre normalement avec un seul rein. Tout à fait. Mais nous, comme étant médecins, on doit s'assurer que après la greffe, il n'y a aucun risque pour le donneur, ni pour le receveur. C'est pour cela que j'ai commencé en disant la génétique. La génétique, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines maladies qui récidivent sur le greffon. Ça ne sert à rien de prendre un rein, de le mettre chez l'enfant et par la suite se retrouver avec la même maladie. Effectivement. D'où l'intérêt de la génétique. Très bien. Alors, docteur Terki, vous aussi, vous avez communiqué. Oui, j'ai parlé du frein de la langue. Le frein de la langue, c'est un petit reliquat qui peut retenir la langue et empêcher l'enfant de bien téter. D'accord. Donc, il faut le rechercher si la maman a mal au cours de l'allaitement ou s'il n'arrive pas à bien prendre du poids parce qu'il n'arrive pas à bien téter. À bien téter, oui. Ne pas le chercher dans d'autres situations. On enlève beaucoup, on insiste beaucoup les freins de la langue pour rien. Donc, les nouvelles données disent ne touchez pas aux freins de la langue, ne dites pas qu'il va mal parler, ne dites pas qu'il va mal manger. C'est essentiellement s'il n'arrive pas à téter le sein. Même avec le biberon, ça peut aller. Mais le sein est la meilleure chose pour le bébé. Bien sûr, le lait maternel, il est incomparable. Voilà.
C'est la SPO qui nous permet de parler de ces choses-là, de ces multiples... Oui. La Société pédiatrie de l'Ouest regroupe tous les pédiatres et on s'échange. Oui. On s'échange nos souvenirs. D'ailleurs, c'est exact, et c'est un carrefour de rencontres, hein, le congrès. Hein. Moi, j'ai vu un de mes aînés qui m'a appris des choses de Ouargla. Il est venu de Ouargla pour assister et donc on a parlé des souvenirs. Ben voilà, des souvenirs. Alors, docteur Abdelkader Jellouli. Oui, alors moi, j'ai parlé d'un thème qui concerne ma surspécialité, ce qui est la néonatologie. Donc, je m'occupe de ça au niveau du service de néonatologie à Beni Yahya Zohra, point du jour. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est une grande moujahida. Oui, voilà, Allah yarhamha. Oui, elle a été infirmière du temps de la Révolution. Elle est montée au Jbel à l'âge de 15-16 ans, je crois. 16 ans, à 16 ans, voilà. Oui, donc, elle a été formée par Dr Naqash. Docteur Naqash, ça va, j'ai une petite connaissance. Bah oui, vous êtes à jour. Surtout qu'on est en 70e, c'est la 70e année de commémoration de la guerre de libération nationale. Voilà. Donc, le thème, c'était la réanimation chez le prématuré en salle de naissance, parce que les prématurés, on récupère de plus en plus de prématurés, on récupérait les 32, 34, 35 facilement. Maintenant, on arrive à récupérer même un petit peu moins, c'est-à-dire 6 mois de grossesse. 28, 29, 30 semaines, et ça grâce à l'instillation de surfactants. Ce surfactant, on commence à l'avoir au niveau de nos services. Ça permet de protéger sur le plan pulmonaire et respiratoire, de protéger le bébé et de lui permettre une bonne respiration. D'ailleurs, je remercie notre directeur, M. Iger, qui nous ramène du matériel et qui essaie de faire du mieux qu'il peut pour faire avancer cette technologie, c'est-à-dire l'instillation du surfactant avec des méthodes nouvelles. Parce que les méthodes changent et on essaie, d'année en année, et on essaie d'avoir des sondes plus fines parce que c'est des petits prématurés, on doit avoir des sondes non pas de 3, 3,5, mais 2,5, voire 2, c'est des sondes d'intubation pour instiller le surfactant. Et donc on a fait des ateliers pour apprendre à nos néonatologues, à nos médecins, à nos infirmières puéricultrices comment instiller le surfactant et comment on peut ensemble sauver des vies de moins en moins jeunes, c'est-à-dire c'est des prématurés de 6 mois, 6 mois et demi, 7 mois qu'on récupère et qu'on suit par la suite pour éviter d'autres complications, notamment sur le plan ophtalmologique, sur le plan auriculaire, c'est-à-dire de l'oreille, ORL, sur le plan cardiaque, sur le plan... Voilà, donc on essaie de faire un suivi multidisciplinaire comme le veut la pédiatrie. Voilà. Il n'y a pas si longtemps que ça, lors de notre formation, c'était la principale cause de décès chez les prématurés. On les perdait par faute de surfactants. Voilà. Donc là, c'est une avancée très importante en ce qui concerne la néonatologie et la pédiatrie, parce que les conséquences par la suite, ça va retentir sur toute la vie, même s'il survit avec des séquelles. C'est pas évident. C'est pas évident, hein. Que ce soit pour l'enfant, que ce soit pour les parents. Et donc, on essaye de faire avec, non seulement avec les prématurés, mais aussi avec les petits poids de naissance, parce qu'il y a ceux qui naissent à 37-38 semaines, mais avec un petit poids de 900 grammes, même pas 1 kilo. C'est tout petit. Et voilà, donc des fois, on les appelle les crevettes pour les grands prémas. Voilà, c'est 700, 800, 900 grammes, et on essaie de les récupérer, mais bien sûr en évitant le maximum de complications et de séquelles, parce que le plus important, c'est le suivi après et de prendre en charge en même temps les mamans, parce qu'il faut remonter le moral, il faut des psychologues, il faut des diététiciennes qu'on a au niveau de la clinique Beni Yahya Zohra. On essaie de travailler ensemble, en coordination et en collaboration. Et tout ça, grâce à notre société, la SPO, la Société de pédiatrie de l'Ouest, on essaie de traiter chaque pathologie avec un spécialiste dans le domaine. Néphrologue va chez Dr Hamida, tout ce qui est infectieux va chez Dr Telki, tout ce qui est neuro va chez Dr Mahi, tout ce qui est diabéto va chez professeur Zenaki, et ainsi de suite. C'est-à-dire on essaie de la gastro, professeur Bouchtara, la pneumo, professeur Redoui, c'est-à-dire on essaie de créer ce réseau, et même ceux qui sont venus d'Alger ont été vraiment stupéfaits parce qu'on a récompensé nos professeurs. Ça fait plaisir pour l'Ouest. Ils sont en vie, voilà, ils sont en vie, c'est ce qui les a vraiment touchés. On n'a pas attendu des années pour pour faire l'hommage, et on est vraiment reconnaissant pour nos maîtres. Et puis en même temps,
on essaye de joindre l'utile à l'agréable en continuant à former les jeunes parce qu'il y a les professeurs, il y a les sommités qui sont des sommités internationales, mais il y a les jeunes qu'on essaye d'introduire, qu'on essaye d'accompagner. Alors juste une toute dernière question, parce qu'on arrive à la fin de notre petite rencontre, on va dire. Est-ce qu'il y a eu des collaborations internationales prévues, on va dire, dans quelques temps? Est-ce qu'il y a eu un projet de collaboration? Il y a au moins 2 projets, Nefro et Néonat. Voilà, très tout bien. à fait. Voilà. Alors, tout d'abord, avant de commencer notre congrès, nous avons fait une séance de travail avec le professeur Julien Hogan, qui est chef service à Robert Debré. Au sein de mon service, on a présenté les cas qui nous posent problème afin de discuter sur ces cas. Et ça fait 1 mois, on a fait une journée thématique sur l'urologie et néphrologie en collaboration avec l'équipe de Lyon. Il y avait professeur Aurélia et docteur Delphine. Et depuis, avec le professeur Assimi, on a décidé de travailler en collaboration, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, éventuellement opérer nos malades en collaboration, créer un jumelage entre notre hôpital et le CHU de Lyon ou bien le CHU de Paris, afin de faire des échanges et de faire des actes ici en Algérie. Très bien. Tout en évitant que nos patients se déplacent à l'étranger. Ça coûte très très cher. Ah ben ça fait plaisir que ça se passe ici en Algérie et encore mieux à Oran. Donc, juste un dernier mot. Un dernier mot. On a fait un truc aussi innovant, c'est qu'on a introduit nos résidents. Les résidents, c'est des étudiants, c'est des médecins qui sont en train de faire la spécialité pédiatrique. Et on a fait une rubrique spéciale pour les résidents qui nous ont honorés avec une présentation qui était magnifique. Il y avait même le professeur Hogan qui était surpris de la qualité de la présentation. Je remercie les résidents qui font beaucoup à l'hôpital. Eh ben voilà. Donc bon courage à toutes les équipes, on va dire à toute l'équipe des pédiatres d'Algérie, on va dire en général, parce que quand il y a des congrès internationaux de telle envergure, on va dire, et avec la présence de professeurs quand même éminents étrangers, alors ce ne sont que des connaissances qu'on apprend et qu'on acquiert aussi. Donc bon courage. Juste, ça y est. Oui. On a eu au moment du congrès le décès du docteur Djabari Mustafa, créateur du service néonatal. Créateur. Et puis, il a eu un problème de santé. Donc, on était vraiment, au moment du congrès, on était vraiment un petit peu choqués. Et puis, on essaye toujours de se rappeler de tout le monde, d'essayer d'être rassembleur, d'essayer de rassembler le maximum de médecins. Et puis, voilà, donc je voulais parler de ce point-là. Toute l'équipe de la station régionale d'Oran présente ses condoléances à toute la famille, justement, du défunt. Et puis, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et alors, merci beaucoup, messieurs. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Et puis, notre porte est grande ouverte. Vous pouvez revenir à n'importe quel moment, il n'y a aucun problème. Un petit salut pour tous nos patients, nos enfants qui souffrent. Un petit salut, je vous remercie et je vous embrasse tous. Très bien. Et prendre rétablissement pour eux aussi. Très bien. Alors, on reste toujours à Oran, on reste toujours dans l'air oranais. Eh bien, le Gada al-Wahraniya, interprété par Jahida, on se retrouve juste après. محلاها قعدة زمان يا حسراه الشيخ يمول في مغناه والبراح يسلي بمعناه والأحباب متلمين حداه القصبة وقصايد خفاف والرقصة على القد والطراف قاعدة ما تنعد بوصاف تفكرت القعدة الوهرانية تلف مني القول نتعلم ولسان بطالي خايفة لازمان يطول وما نفطنش مخيال
تشبع وروى تفكر القعدة الوهرانية صغار وكبار رجال ونسوة القصرة الشعاع الصبحية هادي مواكل هادي حلوة الله الله قعدة ديك هي أتاي مشحر وقهوة ويا برد غلاية وصينية لأمي ما تفتل وتبركش العمة تنصب في الكالون ده طعم هذا بركوكس بالخليع والزبدة مدهون والخالة تعرك وتقرص بس صوم طلوع سخون البنية تنفض وتفرش والخبز وجد في الماعون جدي بعبيته وبرنوصه خجرنا ليشاني بيها كل بوش بيض على راسه دراري حداه تلعب تلها دايرين دويرة ورقصة اللي شريت بزوايق تتباهى كل وحدة تمثل العروسة ويا كل وحدة تقارع دانتها نتفكر وقلبي ملهوف والخطر مضيق عليه ونحس عقلي مخطوف ما نعبى ما صار بيا وجدة بحزن مرخوف تحت بالقوشة العربية خطرة تتقردش في الصوف صورة بقية بين عينيا يتعشوي ويطيح الليل على ميدان تلام ويلا القصعة بالتاويل ناكلو حتى نتقهمو حصيرة وهيدورة وتكفيل وعلى كانتين نضمو ما نعبو بالليل طويل يا وحدة الجدة ونتسامو حاجات وقصايد صخورين تخرف بالحكمة والقول بالنا معاها متصنتين ورابح مرشوم مفتوح نتغطوا بيه ودفين صبحية طيف معدول تاي ومسمن معسلين فكرت ليا من الملاحات الهالة كبيرة بالنسوان صاري مثل بنات تبرزها بشدة وقفطان كراقش ولحية مسبعات خط الويز بالمرجان قاعدة بقهيوة وحلوات يا والسفة بعسل ودهان. La rubrique de droit est présente avec nous, représentée par ce n'est autre que Djamila Saber, alors notre avocate à la Cour d'Oran. Bonjour. Bonjour Iben, Ça va? bonjour les chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir De partager. Eh bien aujourd'hui, il sera question de parler d'un sujet très épineux et très important aussi, sur la violation du secret médical. Tout à fait. Et vous avez choisi médical. C'est-à-dire pas le secret professionnel en général. Non, parce que c'est long, c'est très détaillé et chaque profession est régie par des lois et tout ça. Donc on prend profession par profession. Très bien. Alors on va dire, qu'est-ce que la violation du secret médical? Tout à fait. D'abord, j'essaie de définir ce que c'est le secret médical.
Voilà. Donc, le secret médical, c'est toutes les informations, c'est-à-dire qui sont données par le patient à son médecin, quelle que soit la nature du médecin, qu'il soit spécialiste ou non. Donc, les informations qui sont données, vues par le médecin, entendues ou confiées. Donc, c'est toutes ces informations qui doivent être, c'est-à-dire un secret un secret bien gardé entre le médecin et le patient. C'est-à-dire le patient, le secret médical, c'est un droit pour le patient et c'est une obligation pour le médecin. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a certaines lois qui parlent de... pardon, avant de parler des lois qui régissent ce secret médical, il y a des limites, hein, il y a des dérogations aussi pour le secret médical. Donc il y a secret médical, il ne faut pas confondre avec les obligations de déclarer certaines maladies et certains cas concernant le patient. Donc il y a juste une limite entre eux. Donc il faut savoir comment jongler et comment faire. Et la loi est claire dans ce sens. Donc concernant le secret médical, il y a la loi 1811 relative à la santé. Donc il y a aussi, donc il y a l'article 24-25, donc qui interdit tout médecin, c'est-à-dire qui n'observe pas le secret médical concernant ses clients, c'est-à-dire tout ce qui se fait, ce qu'il dit, ce que le patient lui confie et tout ça. Et même le secret médical va plus loin, c'est-à-dire ça concerne aussi toutes les fiches techniques. Oui. Concernant le malade, ses bilans, ses séances de thérapie, etc. Ça englobe tout ce qui touche au traitement. Tout traitement et tout ça. Donc ça englobe le secret médical. Donc il y a ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le... Et dans quel cas on peut divulguer le secret médical? Je termine, c'est-à-dire les lois qui régissent le secret médical. Donc il y a aussi la loi du code de déontologie médicale aussi, donc qui prévoit de l'article 36 à l'article 41 aussi, qui protège et qui oblige les médecins à protéger le secret médical de leurs patients. Donc, il y a aussi, alors, tout ce qui est, et quand on parle de médecin, des fois, il y a un médecin, il y a aussi tout le personnel hospitalo, donc au niveau d'un hôpital et tout ça, et toutes les personnes. Il y a le médecin, le chirurgien dentiste, il y a le pharmacien, il y a la sage-femme, il y a les aides-soignants. Il y a les infirmiers, et tout ce monde est obligé de garder ce secret médical parce qu'ils ont un contact, ils ont une idée de ce qui se passe, qu'il a ce malade et tout ça, de sa maladie et tout. Donc là, on va venir sur les dérogations du secret médical. À qui on peut divulguer justement un secret médical et à qui? Justement. Et quand est-ce qu'on peut? Et quand à quel moment? Tout à fait, c'est ce qu'on appelle les dérogations. Voilà, donc les dérogations de la divulgation du secret médical, déjà, il faut d'abord déclarer toutes les maladies, c'est-à-dire qui sont obligées d'être déclarées contagieuses ou dangereuses ou autres. Les toxicomanes. D'accord. C'est-à-dire en matière, quand on a affaire, on traite ou on a affaire à un toxicomane, le médecin est dans l'obligation de déclarer. C'est-à-dire ils ont un patient mineur, incapable, c'est-à-dire qui n'a pas toutes ses capacités mentales, ou privé de liberté. Quand on parle de personnes privées de liberté, c'est-à-dire c'est les personnes qui sont incarcérées, qui sont en prison. Parce que des fois, les personnes qui sont incarcérées au niveau des centres de rééducation, ils sont obligés de les extraire de la prison pour les emmener à l'hôpital pour une consultation ou une intervention chirurgicale. On appelle ça une personne privée de liberté. Donc, le médecin, quand il voit que ces personnes, et les femmes, c'est-à-dire les violences faites aux femmes aussi, quand on voit que ces personnes ont, c'est-à-dire des séquelles ou des traces de violence, de sévices physiques, corporels et tout, le médecin est dans l'obligation de faire une déclaration et de saisir les autorités. Par exemple, le procureur de la République ou les services de sûreté, et de déclarer que cette personne souffre de sévices et tout ça. Donc, il est dans l'obligation. Aussi, dans le cas, ça va vous paraître un peu bizarre, dans le cas où une femme enceinte qui se présente à un hôpital pour accoucher, et elle déclare, c'est pas le père qui déclare l'enfant, et c'est la mère. Donc, le médecin est dans l'obligation de déclarer aux autorités.
Ah ben oui. Voilà, donc ça aussi, parce que ça, les gens ne le savent pas. Ils pensent que la mère va accoucher et Et c'est le père qui fait la déclaration généralement. normalement, c'est le père. Bah oui, c'est ça. le père. Où il y a si le père il est en déplacement, il y a le livret de famille. Et tout ça. Effectivement. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les dérogations aussi. Aussi, quand on constate aussi que certaines personnes aussi, donc, c'est-à-dire dans le cadre où il y a des agressions portant à atteinte à la pudeur aussi. C'est obligé aussi de faire une dérogation au secret médical. Le secret médical, il est très important dans les Très cas. important, oui. Voilà, très important parce que c'est une confiance. C'est un droit naturel. Hein. Il n'est même pas avant qu'il soit Voilà, exactement. commun c'est un droit et tout ça. normal. C'est un oui. droit naturel entre le Naturel, médecin. effectivement. Si on ne fait pas confiance à son médecin, à qui on pourra faire confiance? Effectivement. Voilà. C'est pour ça qu'on trouve quand même des personnes qui sont, on va dire, qui sont hypertendues, qui sont cardiaques et même diabétiques. D'ailleurs, qui, eux, des fois, ils partent chez un médecin, ils suivent leur traitement, etc. Mais ils changent à la longue. Et quand on leur pose la question, on nous dit ah, ça, c'est une question de confiance. Tout à fait. Donc, et là, c'est qu'on trouve que c'est le malade qui cherche après le médecin et non pas le Tout à le fait. contraire. Tout à Parce que fait. c'est lui qui choisit, en fait. Tout à fait. Voilà. Parce que le médecin aussi, quand on va chez un médecin, voilà, un médecin privé, par exemple, le médecin, il prend des notes sur, c'est-à-dire tout ce qui concerne la personne, c'est-à-dire des données personnelles. Oui. Donc, et le médecin il va les faire rentrer dans un micro, par exemple, son micro personnel. Ce micro doit avoir un code qui ne peut être, c'est-à-dire utilisé que par le médecin lui-même. Parce qu'on doit faire très attention, c'est-à-dire il y a des fois des secrétaires médicales. Des fois, moi, je vois certains médecins, ils ont des secrétaires qui ne sont pas formés. Déjà, ce n'est pas des secrétaires formés, qui ne sont même pas assurés des fois. Et elle est là à manipuler les informations des patients. Alors, des fois, bon, ça, on ne généralise pas. Non, C'est juste c'est que sûr. ce sont Voilà. des cas qui existent quand même. Donc, parce qu'il y a, pourquoi? Parce que les données personnelles sont protégées par des lois actuellement. Effectivement, Voilà. il faut surtout une secrétaire médicale Formée qui a et dû briefée suivre, aussi. voilà, qui a dû suivre une formation. Et il faut protéger. Et normalement, les informations personnelles sont, c'est-à-dire centrées dans un micro avec un code qui appartient au médecin. Et comment le patient peut déposer plainte? De quelle façon? Quelles sont les démarches à faire? Alors, s'il y a violation, c'est-à-dire inobservation ou violation du code du secret médical, donc le code pénal est clair, c'est l'article 301. Donc, ça va... L'article 301. Ça va de D'accord. 1 à 6 mois de prison. Il faut revoir, moi je pense qu'il faut réviser la loi, il faut taper plus fort. Oui. Voilà. Parce que 1 à 6 mois, c'est Voilà, c'est pas beaucoup. c'est pas Mais beaucoup. on peut, c'est-à-dire, moi par exemple, si quelqu'un se présente à moi pour une violation de secret médical, je ne vais pas me limiter à cet article. Je vais aller plus loin, je vais piocher, donc je vais aussi les poursuivre pour atteinte à la vie privée. Eh oui, ça Voilà, rentre. c'est une atteinte aussi. Violation, il y a une autre loi, donc je vais lui faire une série de plaintes. Il n'a pas intérêt de tomber entre Voilà. vos mains. Donc je ne vais pas me limiter juste à la violation du secret médical. Non, il faut aller plus loin. Parce qu'on a les moyens, on a les outils pour, c'est-à-dire, poursuivre ce médecin indélicat, en quelque sorte, qui n'a aucun professionnalisme. Donc on peut, pour violation de secret médical, donc 301 du Code pénal, violation, atteinte à la vie privée, et aussi violation des données personnelles aussi. Donc il y a 3 lois, là, lois, oui. 3 chefs d'inculpation. Donc il ne va pas s'en sortir facilement. Et normalement, généralement, c'est des... Et en plus, il a non seulement, il y a des poursuites pénales, il y a des poursuites civiles en demande des dommages et Dommages et intérêts. intérêts qui peuvent aller de à. Bon, ça va aller, par exemple, pour le 301, l'article 301, ça peut aller jusqu'à 500 000 dinars, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je dis qu'il faut réviser cette loi. Mais les autres lois, Oui, si. parce que plus on tape fort Tout à et fait. haut, moins à les fait. dégâts. Tout à fait. Voilà. Et on peut aussi demander une expertise, c'est-à-dire pour c'est-à-dire le dommage moral que le patient a oui. subi suite à la violation du secret médical. Médical, oui. Voilà. Ensuite, le médecin va passer devant le conseil disciplinaire suite oui. à la loi de... Et il risque gros. Hein.
il peut être radié carrément. Radié, Radié voilà. carrément. hein. Radié carrément. Carrément radié. Et des fois c'est suspendu, des fois radié. Alors donc c'est pas évident. Alors c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Même le patient doit avoir une certaine culture, c'est-à-dire pour défendre ses droits. C'est-à-dire s'il voit qu'il y a quelque chose qui... Moi, ça fait 20 jours, ça fait 15 jours, 20 jours, j'étais dans une librairie, il y a une jeune dame qui est rentrée, c'est juste un exemple. Elle avait les yeux rouges, elle a pleuré. Alors le libraire lui pose la question, il lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Elle a dit, ce que je viens de vivre, c'est affreux. Elle lui a dit, ma psychologue, ça fait des mois que je travaille chez elle, ma collègue, c'est sa cousine, elle lui a tout raconté. Aïe, aïe, aïe. Ah, je lui dis, madame, allez-y, déposez plainte. Elle sera radiée, elle va vous dédommager et tout ça. Et Oh là là. voilà, c'est grave. Oui, Si on n'arrive pas, on raconte tout à sa psy et tout ça, et du jour au lendemain, on retrouve tout ce qu'on dit, on le retrouve chez d'autres personnes. Chez d'autres personnes, exactement, oui. C'est Oui. malheureux. Voilà. Oui. Très bien. Donc, un autre, on va dire, un bon conseil pour ceux qui nous regardent et ceux qui vous suivent surtout. Hein. Alors, Parce que vous êtes suivis. merci. Alors, faites, que ce soit pour le patient ou pour le médecin. Pour les médecins, faites très attention aux informations. Ah oui. Faites attention. Pour les médecins privés, faites attention à vos secrétaires. Et Ah tout ça. oui. Il faut les briefer. Et faites attention aux données aussi, parce qu'il y a des lois qui gèrent tout ça. Et vous avez affaire à des patients, des intellectuels, des hommes de loi, des femmes de loi. Attention. Ah oui. Alors pour le patient aussi, faites très attention. Vous voyez, dès le début, c'est un contrat moral entre le médecin et le patient. Ah oui. C'est un contrat Ah moral. oui. Ah oui. Dès le début, vous vous expliquez avec le médecin, s'il vous plaît, moi je veux que tout ce qui se dit ici reste ici. Dans le cas où je dépose plainte. Carrément. Quoique maintenant, nous, tout le monde regarde ce qu'on dit. hein. Voilà, hein, moi je vous dis, hein, oui. on ne divulgue pas, mais, Non, mais c'est bien, bon, c'est voilà. regardé. Et on hein. a démontré qu'il y avait des dérogations au secret médical. Oui. C'est-à-dire où le médecin pouvait, c'est-à-dire parler de ce qu'il a vu, ce qu'il a constaté avec un patient ou un autre. Effectivement, Voilà, tout à fait. effectivement. Merci beaucoup. Merci à Saber vous. Djamila, c'est toujours un plaisir de Partager. discuter avec vous déjà de problèmes, de différents sujets qu'on aborde Tout à à fait. chaque fois au Bonjour d'Algérie. Et bien sûr, alors on reste toujours pas dans le milieu médical, non, pas du tout. Donc on va changer un petit peu de cap et c'est une escapade bédouine, justement, avec Abdelkader Oueldelaïd. Et on se retrouve juste après avec notre architecte Djilali Tahraoui. من مات يموت خيار خير من عيشة مخذولين يا الوطن بغاية تحرار هلموا نقل عود العايار ما نهدوش الآثار ينذكر المستعمرين وك احنا يا عرب نقار موت يعرفنا يا والفيخا يا أر واحنا اللي في الاسطار في شجاعتنا موصوفين يا لبو خيمة والجار مركب واللي فيها سايا يا أر كهول مرد صغار لزناد زنود قوية وين يا لبو خيمة والجار مركب اللي فيها سايا يا أر كهول مرد صغار لزناد زنود قويين يا من الصحراء والظهراء والجبايل دشرة يا أم والحمراء والخضراء تحالفوا ليها مخلصين يا نشكر جيش التحرير جيش بحوال الحير بخبير جاهد الحركة غزير والجنود المجاهدين يا نشكر جيش التحرير جيش بحوال الحير بخبير جاهد الحركة غزير وجنود المجاهدين يا جيش عرب حيف ونيف
ذاك جيد هذاك شريف وحليف حنيف عنيف والخفيف الجر السكين عرب وعرب مجاد كي عرب قريش الانجاد. C'est un domaine très passionnant, l'architecture en fait. Moi je suis une passionnée d'architecture, de sites historiques, d'histoire on va dire, parce que il faut pas oublier aussi que c'est un domaine qui nous fait rappeler d'où on vient et qui on est. Oui, absolument. Voilà. Alors on va aborder justement un volet très important, c'est l'architecture avec Monsieur Gilles Ali Tahraoui. Alors lui, il est architecte et il a organisé une conférence qui est très très intéressante, on va dire, pour nous. C'est Imagination paysagère quand l'Orient rencontre l'Occident du grand architecte algéro-allemand Kamel Louafi, qui était là d'ailleurs, qui a donné des conférences. C'est dommage, il a dû partir aujourd'hui très tôt. À 3 heures du matin. À 3 heures du matin, il n'a pas pu être présent avec vous. C'est dommage, mais comme on dit, à d'autres occasions. Hein. Oui, Inch'Allah, on l'espère. On l'espère, oui. Ça va? Oui, oui, très bien. C'est toujours un plaisir. Hein. Merci. Tout le plaisir est pour moi et aussi pour la publication, pour Medinati. Oui, voilà. Parce que votre émission est vraiment un soutien pour nos activités. Ah ben, tant mieux, ça me fait plaisir. Non, franchement, vous suivez nos activités. On est invité donc pour parler justement du contenu de nos activités. Parce que comme vous ne l'y aurez pas, Medinati, c'est une publication, donc c'est une revue. Nous sortons des numéros. Effectivement, oui. De manière, on va dire, plus ou moins régulière. Mais à côté de cela, nous organisons aussi des événements autour de tout ce qui touche la ville, donc l'architecture, l'urbanisme. Et là, en l'occurrence, nous avons coordonné une série d'événements, ce n'est pas uniquement un seul événement, autour du paysage. Kamel Louafi, notre invité, est un paysagiste, donc un grand paysagiste. Effectivement, à l'échelle internationale. Hein. Reconnu à l'échelle internationale, et il nous fait l'amitié donc d'avoir accepté notre invitation, et nous avions, grâce à un partenariat fructueux, avec l'USTO, donc l'université Mohamed Boudiaf et notamment le département d'architecture. Et le département d'architecture de Tlemcen aussi, et aussi l'Institut Cervantes. Donc nous avons coordonné trois stations de conférences avec des échanges. D'ailleurs, il a même réorganisé beaucoup de parcs internationaux. Hein. Oui. En Hollande, je crois. Surtout en Allemagne. En Allemagne, en Arabie Saoudite aussi. Oui, il a de grandes réalisations. Au Qatar, je crois. À Abu Dhabi. Abu Dhabi, Abu Dhabi, il a conçu le jardin de la mosquée Cheikh Zayed. Exactement. Il rêvait de pouvoir construire le jardin de la grande mosquée d'Alger. D'ailleurs, il a participé au concours. Mais malheureusement, donc, avec ses confrères et collègues, parce que c'était un travail d'équipe, leur proposition n'a pas été retenue. Oui. Il a aussi réalisé le grand jardin islamique à Berlin. Oui, effectivement. Ce qui est une fierté, c'est-à-dire que le jardin islamique à Berlin, qui est appelé maintenant jardin islamique et oriental, a été distingué par plusieurs prix, et il a aussi eu la reconnaissance de M. le Président de la République algérienne. Donc il a eu à la fois la reconnaissance du Président de la République allemande, et la reconnaissance... Et de l'Algérie aussi, qui est son pays natal. D'ailleurs, il est né à Betna. Il est né à Betna, il a été formé en tant que cartographe à Betna, il a commencé à travailler en topographie. Il s'est expatrié, comme beaucoup de jeunes. Effectivement. Pour justement compléter sa formation. Et là, il a bifurqué sur le paysagisme. Justement, alors parlez-nous un petit peu de cette initiative que vous avez d'ailleurs initiée. Vous êtes l'initiateur de cette conférence et de cette rencontre. Oui, justement, Kamel Louafi avait pour habitude jusque-là, c'est-à-dire avant 2022, il tient toujours à garder les liens avec l'Algérie. Mais les liens avec l'Algérie, pour lui, auparavant, c'était surtout Alger, parce que passage obligé, Alger, donc Berlin-Alger,
et par la suite Betna. Betna est la région Est, donc sa ville natale. Ouais. Et depuis 2022, donc, et surtout, grâce à un numéro que nous avions coordonné en 2018 sur les paysages, où nous l'avons invité donc, à contribuer avec nous. Il avait contribué sur notre numéro spécial sur les paysages. Et ça a été le début d'une relation et d'une collaboration très, très étroite. Et depuis ce temps, moi, je ne cesse de l'inviter donc, pour venir. Je lui dis, il faut compléter la géographie. Il faut venir un peu à l'ouest. Et quand il vient à l'ouest, nous avons beaucoup de plaisir à le faire, à le produire à la fois à l'université, au sein du département d'architecture, parce qu'on tient à ce qu'il y ait un contact direct entre lui et les étudiants pour compléter un peu ce côté paysager pour les formations des étudiants. Et lui, quand il vient pour les conférences, il ne vient pas que pour la conférence. On insiste à ce qu'il fasse un peu le tour des ateliers. Donc, il a eu des contacts étroits avec quelques étudiants qui étaient intéressés. Il a eu des consultations. Il a vu quelques étudiants qui travaillaient sur des jardins. Donc, il a prodigué des conseils. Il a dessiné avec eux. Voilà, que ce soit à Oran ou bien à Tlemcen. À Tlemcen, oui. Donc, depuis ce temps, maintenant, même lui, il est très content et très heureux de venir ici. Et à chaque fois, il me dit, écoute, maintenant, c'est bon. C'est bon. Vous avez besoin de moi, vous m'invitez. Il faut juste prendre, c'est-à-dire l'aviser au départ parce que il est très sollicité. Bien qu'en retraite, c'est quelqu'un qui ne travaille plus, il ne prend plus de commandes. Mais de toutes les façons, c'est à travers ces grands cerveaux, on va dire, en architecture, qu'on apprend beaucoup de choses. Absolument. Parce qu'il faut toujours passer par les aînés. Oui. On ne peut pas tout connaître non plus. La jeune génération, elle débute d'ailleurs. Donc, il vaut mieux avoir quelqu'un qui est, on va dire, leur mentor, voilà, d'une certaine façon. Absolument. Voilà. Et surtout si cette personne ou bien ce paysagiste en l'occurrence, il vient avec un produit, avec un contenu. Lui, il est venu donc encadrer quelques workshops en atelier, mais en même temps, il est venu présenter des livres. C'est quelqu'un qui est en retraite, mais qui ne chante pas. Oui. Mais donc, qui ne l'est pas. Voilà. Voilà. Donc, il est toujours occupé. Donc, ça, c'est une publication. Oui, oui, bien sûr. Oui. Je l'ai ramené donc, pour montrer. C'est une publication. Et quand quelqu'un vient avec des illustrations comme ça, avec des dessins, surtout que chez nous, c'est qu'on commence à avoir quand même un bon patrimoine, on va dire, sur l'habitat, etc. Donc, on peut toujours réserver des espaces verts. C'est très important. C'est vraiment complémentaire. Il y a même certains architectes qui refusent de dissocier le paysagisme de l'architecture. Et c'est une position légitime. Oui. C'est parce que l'espace devrait être conçu de manière continue et unitaire, on va dire. Le dedans et le dehors. Le dedans et le dehors doivent se compléter. C'est-à-dire on ne peut pas prétendre avoir une belle ville si les espaces extérieurs sont négligés, si les jardins sont négligés, ou bien s'ils sont mal conçus. C'est que vous parliez de cette photo de Hanovre, c'est ça? Oui, ça c'est Voilà, j'espère le jardin, c'est le jardin des 5 continents. Il l'a appelé comme exactement. C'est aussi un jardin pour lequel il a eu des distinctions. Donc il a des réalisations à Hanovre. Effectivement. À Berlin aussi. À Berlin aussi, oui. Il a aussi réalisé un jardin à Biskra, en Algérie. C'est sa seule réalisation donc, en Algérie. Les Zibans, le jardin des Zibans. Des Zibans, oui. Parce qu'il faut dire aussi que Biskra, c'est la capitale des Zibans aussi. Oui, oui. Et justement, c'est par rapport à cette thématique que lui a été invité à réaliser. Donc c'était un promoteur privé qui a fait appel à lui pour réaliser ce jardin. C'est magnifique. D'ailleurs, moi, je vois des photos magnifiques. Oui. On ne peut pas tous les montrer. Mais moi, j'ai la chance quand même de voir tout ça. Vraiment, oui. Alors, vous avez justement, c'est une conférence qui a été donnée par Kamel Louefi. Alors, vous, en tant qu'architecte, quel est le but justement de l'organisation de cette conférence, surtout sur le paysagisme? Oui.
Bon, nous, dans notre ligne éditoriale, c'est-à-dire quand on a lancé la revue, comme je l'ai dit en introduction, la revue, c'était pas, nous n'avions pas comme objectif uniquement de faire des revues, une publication. Mais c'est juste, surtout, de créer des espaces d'échange, d'animation, où il y aurait des transferts de connaissances sur l'architecture, sur l'urbanisme et tout ce qui touche la ville. Et le paysage, c'est le parent pauvre en Algérie. C'est-à-dire que, pour dire qu'il n'y a pas une école de paysagisme en Algérie. C'est vraiment regrettable. Dans d'autres pays, par exemple, les voisins... Parce que ce sont des spécialités, on va dire. Oui, c'est des spécialités, c'est considéré par certains comme étant des disciplines à part, mais c'est des disciplines qui viennent vraiment compléter l'architecture, la formation d'architecte. La formation de l'architecte. Donc, nous essayons de créer des ponts entre ces disciplines et l'architecture, et nous essayons de faire profiter le maximum de public. C'est pour ça qu'à chaque fois, nous tenons à ce que nos invités viennent d'abord à l'université, à l'USTO. Donc, c'est là où j'enseigne. Effectivement, et c'est là où il y a la formation d'un grand nombre d'architectes. Donc, il y a même les anciens, ce qui nous a fait plaisir. Par exemple, lors de la conférence de l'USTO, il y a des architectes maintenant qui travaillent, qui sont revenus pour assister à la conférence. Oui. Donc, il y a un brassage entre la nouvelle génération et ça crée des rencontres. Oui, bien sûr, ça crée des rencontres. Et c'est comme si on disait que c'est des cafés littéraires, mais ce sont des cafés autour de l'architecture. Et c'est très passionnant, d'ailleurs, l'architecture. C'est vrai, nous, on n'assure que de l'eau. mais non. Mais il y a beaucoup de... L'important, c'est la connaissance déjà et le vif des sujets. Absolument. Très diversifiés, d'ailleurs. Absolument. Il y a beaucoup de connaissances qui ont été échangées. Et d'ailleurs, je tiens à reprendre la remarque de mon enseignante, c'est-à-dire Madame Amara Bekouche, que je salue au passage, qui a été mon enseignante et qui a été présente donc, lors de la conférence. Et comme commentaire à la fin de la conférence, qu'est-ce qu'elle a dit? Écoutez, avec vous, pendant 1 heure, on s'enrichit de 15 ans. Pendant 1 heure de conférence, on s'enrichit de 15 ans. Et c'est vrai, parce que là, par exemple, dans le livre, et lui, il a aussi projeté un film c'est un réalisateur allemand qui a réalisé un film sur le travail de Kamel Louafi. Donc, il a visité un peu ses réalisations et il a filmé sa manière de travailler, ses inspirations, parce qu'il s'inspire beaucoup des arabesques. Donc, le réalisateur a fait le film. Donc, quelqu'un qui assiste pendant 1 heure, il a la synthèse de la vie du conférencier pendant au minimum 15 ans. Parce que c'est ce que vous voyez sur le livre, c'est ce que vous voyez aussi dans le film. Et vraiment, l'assistante a été épatée par la qualité. D'abord, bon, le film est très bien fait, mais aussi par la qualité de l'exposé. Tout ce que je peux regretter, c'est qu'il ne soit pas présent aujourd'hui. Oui, c'est dommage, parce que là, il est parti à 3 heures du matin. Même lui, il m'a dit, écoute, la prochaine fois, on va programmer ça. C'est dommage. Et il risque de revenir, donc, voilà, même personnellement, ici, dans ce plateau. Alors, et quels sont vos projets, on va dire, concernant les conférences, justement, parce que vous êtes maintenant actuellement spécial, hormis d'être architecte, c'est que vous organisez des conférences d'architectes, de paysagistes, etc. Est-ce que vous avez une liste des architectes algéro, je ne sais pas, des fois on trouve des architectes algéro-belges, algéro-allemands, algéro-français, etc. On les retrouve même aux États-Unis, au Canada, etc. Donc ils sont éparpillés un peu partout. Donc est-ce que vous avez une liste justement de ces architectes qui pourront éventuellement donner de leurs connaissances ici en Algérie? Oui, effectivement, nous coordonnons donc des conférences et des séances d'ateliers et de travail avec plusieurs architectes, pas que algériens, il y a même des étrangers, mais nous donnons la priorité aux Algériens. Ah, vous m'aviez tendu une belle perche là, oui. Quand vous avez dit même des étrangers. Oui. Et nous donnons la priorité aux Algériens, et surtout aux Algériens qui travaillent ici. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans chaque numéro de Medinati, nous mettons en valeur le travail d'un architecte local. Parce que nous disons, même Kamel Louafi, il est connu à l'international. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment besoin de nous pour qu'il soit connu.
de lui. C'est un peu Effectivement. égoïste. Hein. Mais par Pas contre, du tout, hein, au contraire. bah, je le dis. C'est que je le vous dis avez entre pensé guillemets. au futur architecte. Oui, oui, justement. bien sûr, c'est ça le plus important. Et voilà, c'est-à-dire que nous mettons en valeur les architectes locaux parce que nous estimons qu'on n'est pas reconnaissant envers les architectes. Vous savez, un romancier, par exemple, il passe 2 ans sur un roman, Oui. il sort le roman et après, les gens le reconnaissent à travers la page du roman et Voilà. aussi à travers sa signature en bas de la page de garde, de la une, comme on le dit. Oui. Et l'architecte, non. Nous avons par exemple de belles réalisations ici Effectivement, à oui. Oran, mais cherchez le nom de l'auteur, vous n'allez pas le trouver. Effectivement. Et il y a même un grand point d'interrogation. Les gens, même de la profession, ils n'arrivent pas à connaître et à reconnaître les travaux de leurs confrères. Effectivement, Et oui. très souvent, moi j'ai eu à lever des confusions parce qu'il y a certains projets qui sont attribués à X alors qu'ils sont faits par Y. Par Y, exactement. Et ça, c'est injuste. Donc, le but et l'objectif de notre publication, c'est justement de mettre en valeur le travail de nos confrères. Et même, Monsieur Tahraoui, Oui. Même si on ramène des architectes pour des travaux Oui. en Algérie, il faut toujours des architectes algériens. Parce que les architectes algériens, ils ont déjà les études de ces espaces, on va dire, qu'on va réaménager d'une certaine façon. Donc, il faut toujours un conseil d'un architecte en Algérie. Moi, je pense que c'est ça. Parce qu'il n'y a pas mieux qu'un architecte algérien qui vit en Algérie, qui connaît très bien les terres algériennes. Moi, je serais un peu plus nuancé. C'est-à-dire que, malheureusement, Ouais. beaucoup d'architectes algériens n'ont rien compris à la sociologie algérienne. Par exemple, Oui. qui travaillent Oui, oui. ici. Hein. Oui, Je suis architecte, mais Effectivement. c'est de mon devoir de faire de l'autocritique. Mhm. Mais nous avons quand même certains confrères compétents qui ont saisi certaines choses. Voilà. Voilà. Il y a toujours un effort, comment dire, de tri et de sélection qu'il faut faire. Sélection intellectuelle, je Oui. veux dire. Hein. Oui, oui, oui. Parce que tout ce qui sort de chez nous, de chez nos architectes, n'est pas bon. On va mentir à la population parce que en sortant ici, je risque de me faire lyncher par le premier passant. Il me dit qu'est-ce que tu racontais à la télévision? Oui. Est-ce que tout ce qui se fait ici est beau? C'est pas la vérité. Oui. Moi, Il y a des j'inverse. lacunes. Donc, on ramène d'autres architectes pour corriger un petit peu ces lacunes. Ils ramènent un petit chouïa, on va dire, pour les projets, justement, qui sont étudiés par nos architectes. Parce que là, c'est que, quand le projet sera finalisé, donc on en reparlera sur ça. Bien sûr. Parce qu'il y a quand même beaucoup de projets qui sont en cours de réalisation, oui. en cours d'études. D'études, oui. D'études pour la réalisation où ce sont des architectes étrangers mais qui ne connaissent pas justement oui. l'assiette. Absolument, oui. Donc il faut l'étude des sols, Oui. il faut l'étude. Il faut toujours passer par un architecte local qui connaît justement ces assiettes-là et qui a certainement fait des études sur ces assiettes pour pouvoir finaliser ces projets. Et c'est un plus pour l'Algérie. Absolument. Voilà. De toutes les manières, un architecte étranger, quand il est compétent, il sait qu'il doit être secondé être et secondé, aidé par des exactement. architectes locaux. Ça, c'est pour Ex- s'imprégner de Exactement. l'espace et de la réalité Voilà. sociale. Et Ouais. voilà, Ouais. ça Très bien. c'est évident. Et à propos de nos projets, nous annonçons, donc on vous donne la primauté, nous avons un projet donc en plus du numéro spécial, il y a un numéro De spécial Medinati. de Medinati sur les paysages, un autre. Et aussi, nous sommes en train de publier, c'est la phase correction et demande des autorisations d'un ouvrage avec Madame Bekouche, qui est architecte, Oui. professeure en architecture, donc sur l'urbanisme écologique. Et voilà. Et pour nous, La prochaine fois, on la recevra sur le plateau, Inch'Allah, j'espère. mais j'espère que ça sera avec le livre parce qu'il Très sortira bien. bientôt. Voilà, justement. C'est à travers le livre, la sortie de l'ouvrage, et on pourrait éventuellement, on va dire, la recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup, Monsieur Jilali Tahraoui. Merci Je à vous vous. rappelle que vous êtes architecte et professeur à l'USTO, à l'université Mohamed Boudiaf, département d'architecture. Eh bien, une petite escapade musicale en hommage avec Sami Jazairi Ebnet El Jazair. Alors, avec la belle voix de Houssine Lasnami, on se retrouve juste après.
Une très belle chanson, il y a Bnat El Jazair. Alors, Bnat El Jazair sont très belles. D'ailleurs, on en a une qui est juste à ma droite, c'est Sana Zawi, la chargée de communication du TRO, du Théâtre Régional d'Oran Abdelkader Aloula. Bonjour. Bonjour Iman, merci. C'est un plaisir de vous retrouver avec nous. Hein. Merci pour l'invitation et merci à Canal Algérie pour... Très bien. Bien sûr, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné d'un jeune qui a pris l'initiative il y a quand même déjà 3 années où il organise le salon Khotwatouk. C'est Zeki Soufi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? C'est toujours un plaisir de vous recevoir et d'avoir des nouvelles de la culture en fait. Oui. Très bien. Alors, quand on parle du Théâtre Régional d'Oran, il fait la une ces dernières années, on va dire, où il ramène des soirées familiales, le programme pour les enfants, et puis même des artistes qui nous viennent de l'étranger, où on peut y aller pour voir un petit peu et connaître leurs actualités, on va dire. Donc, parlez-nous un petit peu de ce programme qui est très chargé du théâtre. Oui, les dernières années, السياسة تاع البرمجة لا بروغراماسيون تبدلت عندنا في المسرح الجهوي لبهران وتمشات للإيجابي. كيفاش؟ باسكو درنا بريسك لا سيمين قسمناها على العروض، سيتادير انفون بالثلاثة والجمعة، ادولت بروفيسيونيل بالويكاند، لي زاماتور بالميركودي. دونك هاد لي دات خلاونا ندخلوا في نظام تاع بروغراماسيون غراس ا مسيو مراد سنوسي اللي نوجهوا له تحيه. Qu'on salue d'ailleurs à travers le Bonjour d'Algérie. Voilà. Donc la programmation تمشات لنا بهذه لا فاصون. Donc l'international c'est toujours بالجودي ولا سامدي. نستقبلوا الفرق من الايطالي. دايوغ في ديسمبر عندنا فرقه موسيقيه من الايطالي. Normalement pour qu'on puisse l'annoncer en exclusivité à Bonjour d'Algérie. Ouais, ça serait le début de décembre, Inch'Allah. Voilà, d'accord, la première semaine, on va dire. La première semaine, oui. Après, on a le théâtre national algérien, le Masrah al-Watani الجزائري. On a عقد الجوهر غادي تكون au théâtre le 26, le mardi 26 novembre, Inch'Allah. On a Constantine, le jeudi 28, ثائرون, la pièce théâtrale ثائرون. Après, on a هوهية تاعنا تاع المسرح الجهوي لوهران. On les a reçus d'ailleurs. Très bien, voilà. Donc هوهية ce serait jeudi Inch'Allah. Donc من خلال كانال الجيري ندعو الجمهور انه يلتحق بالمسرح الجهوي لوهران à 17h30. عندنا لو جودي هوهية ولو سامدي تقدري تعيشي اللي كنا درناها في اطار توعوي تاع كونسير دو سان مع دو بيل كوميديان نرجس وبشرى ومع الاستاذ مراد سنوسي عفوا سمير بوعناني. Donc voilà, après Samir Bouanani ou Mourad Snoussi, c'est pareil, les deux ce sont des géants du théâtre algérien. Exactement. البارح كانت عندنا مسرحية تاع مسرح العرائس الغنائي. C'est un genre شباب بزاف pour enfants. أنا ديكوفريتها البارح. C'est-à-dire نعرفوا الماريونيت مي ماريونيت شانتي حاجة واحدة أخرى. سيتي مع الأستاذ الفنان ميسوم سعيد. نحييه aussi من خلال Canal Algérie, voilà. Très bien. Alors là, on parle de la 3e édition de Khotwatouk. Oui. Alors Khotwatouk d'ailleurs qui fait toujours parler de ce salon. Alors parlez-nous un petit peu de cette 3e édition, de l'organisation, des nouveautés justement à Khotwatouk, parce que chaque année, vous nous avez habitués à une nouveauté. Alors, est-ce qu'on peut avoir un certain topo sur Khotwatouk? Oui, bien sûr. Donc l'objectif est toujours le même. Donc, c'est aider les enfants de 5 à 12 ans à se développer, à mieux comprendre leur environnement et à mieux se préparer pour l'avenir. Donc, on continue à travailler sur cet objectif-là en créant toujours des nouvelles thématiques, des nouvelles idées qui peuvent attirer les enfants. Donc le concept, c'est avoir des activités éducatives mais amusantes. Donc les enfants viennent jouer, s'amuser, prendre du bon temps, tout en apprenant des valeurs et en apprenant des informations qui peuvent leur être utiles à l'instant
donc durant les semaines à venir ou à l'avenir aussi pour préparer leur avenir. Donc les thématiques de cette année, on aura la bonne nutrition, un village pour la bonne nutrition. On aura... C'est très important, hein, oui, le volet oui. nutrition. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est responsabiliser les enfants sur leur nutrition. Voilà. Donc, ce qu'on essaye de véhiculer, c'est que les enfants commencent eux-mêmes à s'intéresser au sujet et à choisir quoi consommer, quoi ne pas consommer, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour leur santé. Et ce qu'on fait via l'enseignement interactif, c'est qu'on les pousse à sortir les conclusions eux-mêmes, donc sans que ça soit inculqué de façon directe. Donc, et c'est ça l'objectif et l'importance de l'apprentissage par le jeu. Donc on aura aussi un village pour la santé, donc on aura un village pour l'art et la créativité aussi, un village pour l'environnement où les enfants peuvent s'intéresser au sujet... Au respect de l'environnement. Au respect de l'environnement dans sa globalité, donc au sujet qui intéresse le monde entier, mais aussi par rapport à leur environnement direct. Donc comment se comporter par rapport au code de la route, par rapport à l'école, par rapport aux étrangers, voilà, par rapport à l'harcèlement. Donc tout ça, c'est des sujets qu'on essaie d'aborder, mais de façon très très amusante, très fluide et très interactive aussi. Très bien. Alors là, c'est que moi, quand vous me parlez de Khotwatouk de cette façon, d'ailleurs, je pense que vous avez la même idée que moi, c'est un salon de sensibilisation et de connaissance. Exactement. Beaucoup plus. Oui. En fait, c'est de la sensibilisation. On fait d'un côté la promotion de l'enseignement interactif. Voilà. Et on espère qu'un jour intégrera les écoles publiques donc, et les écoles privées algériennes, parce que c'est un concept, tôt ou tard, on va y arriver, parce que c'est l'avenir de l'éducation, l'interaction. Les générations futures et les générations actuelles n'absorbent plus l'information, ne reçoivent plus l'information comme c'était nous ou les personnes avant nous. Donc les temps changent et il faut que l'enseignement s'adapte à ça. Il faut toujours une mise à jour. Exactement, oui. Et on essaye de promouvoir ça en montrant durant les 6 jours où on fait l'événement, donc chaque année ou 2 fois par an, que c'est possible. Que l'enfant peut apprendre grâce à l'enseignement interactif, que c'est possible de faire ça. Et on essaie de lancer quelques idées donc, pour les responsables de l'éducation au niveau national. D'ailleurs, il y a des images qu'on voit. Est-ce voilà, que vous pouvez nous les commenter? Oui, bien sûr. Oui. Donc là, on est dans le village des arts. Ça, c'est le village de la santé, donc où les enfants peuvent toucher du matériel éducatif. Ici, on est dans le village de la nutrition où les enfants préparent eux-mêmes les aliments Tawaham. Et ça, c'est vraiment le village le plus intéressant, donc, qui est le village des futurs métiers, où les enfants peuvent vraiment s'essayer à des métiers. Mais pas en étant un jeu, mais on aura cette année un vrai plateau de télé où les enfants peuvent animer et faire du journalisme, donc des émissions télé ou le journal ou la météo. On aura une salle de consultation où les enfants peuvent faire le médecin, mais réellement avec des vrais médecins et en utilisant un vrai stéthoscope, un vrai tensiomètre. Donc ils vont bien entendre les palpitations du cœur. Exactement. C'est bien ça. On essaie vraiment de leur mettre la pression, de leur donner une responsabilité par rapport à ça. Oui. Et on essaie aussi de valoriser des métiers que peut-être dans notre société ne sont pas très valorisés, comme les métiers du bâtiment, les métiers de tout ce qui est nettoyage. Donc ce genre de métier-là. On aura aussi un atelier agriculteur où les enfants vont devoir planter. C'est très important l'agriculture. Bien sûr. Et le respect on va dire, de l'agriculture, de la plante aussi, le respect de la plante. Oui, oui. Et on essaie vraiment que les enfants, dès maintenant, surtout qu'ils sont très très jeunes, qu'ils puissent un petit peu grandir avec peut-être une façon de penser différente des stéréotypes sur lesquels nous on a grandi. Donc par rapport à la valorisation des métiers, que le plus important, c'est d'être utile pour sa société, d'être actif et d'aider, peu importe ce qu'on fait comme métier. Donc on va plus voir ce qui nous intéresse le plus et nos préférences et être surtout utile pour la société. Et ça va se passer où? Alors ça sera au Palais des Expositions donc, de Medina Jdida. Donc ça sera du 25 au 30 novembre, du lundi au samedi. Donc les 4 premiers jours, les matinées sont destinées aux écoles publiques. Donc ça sera des sorties pédagogiques qu'on va nous-mêmes gérer. Très bien. Et à partir de 14 h, on ouvre au public. Et les 2 jours du week-end sont complètement ouverts au public pendant les 2 jours. Toute la journée, de quelle heure à quelle heure? Donc de 9 h à 18 h.
Ça, c'est les week-ends. Les week-ends. Et les jours de semaine? Les jours de semaine, on ouvre de 8h à 18h et on ouvre au public à partir de 14h. À partir de 14h, d'accord. Alors, et ça se passe où exactement? Parce que vous ne nous avez pas donné le lieu. Hein? Oui, donc c'est au Palais des Expositions, EMEC, Palais des Expositions de Medina Jdida. Ah, d'accord, de Medina Jdida. Voilà, oui. Donc, il ne faut pas se tromper, c'est à l'EMEC de Medina Jdida. Alors, pourquoi vous avez choisi ce lieu? Alors, pour être un petit peu dans un endroit un peu plus central par rapport à la ville, les deux premières éditions, c'était au centre des conventions. Justement. Et on avait remarqué que, on va dire, Oran-Ouest. Parce que c'est loin. Voilà, oui, c'était un petit peu loin. Donc, le Palais des Expositions est dans un emplacement en plein central. centre-ville, on va dire. Oui. Après, c'est accessible à tout. Oui, pardon. Après, nous au Théâtre Régional d'Oran, vous invitez pour l'édition de l'année prochaine. Oui. Et pourquoi pas l'enfant artiste, hein, parce que je fais comme les métiers. Et puis, oui. Voilà, au théâtre, ou là, au chant, ou là. Donc, Inch'Allah, avec plaisir. D'ailleurs, on aura un atelier théâtre. On va exploiter le thème de Raoui. Donc on aura un atelier Raoui où les enfants devront improviser. Voilà. Inch'Allah, oui. Voilà. Moi, je suis très contente parce que là, ça se concrétise sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Voilà. Et c'est en direct. Hein. Donc, on ne l'a pas préparé. Hein. Donc, c'est juste parce que là, c'est que quand on découvre justement des personnes qui s'intéressent à la culture de cette façon, et puis vous avez même imaginé un petit peu l'enfant quand il découvre les différents métiers. Déjà, il va avoir une idée de ce qu'il va faire après, parce que généralement, quand on demande aux petits-enfants, alors qu'est-ce que tu veux devenir quand il sera grand? Généralement, il te dit des fois taxieur, ou alors boucher, ou alors je ne sais pas, mécanicien. Certes, ce sont des métiers, mais ils ne connaissent pas. Des fois, ils entendent ça. Et là, c'est à travers Khotoatouk où il découvre vraiment le vrai métier, c'est le vrai, parce qu'il sera accompagné par un médecin, il sera accompagné par quelqu'un de professionnel. Oui, c'était très important pour nous, le côté réel. On ne voulait pas ramener des jouets de stéthoscope ou des jouets de Lego pour faire le bâtiment. Non, on voulait vraiment que les enfants prennent en main, se salissent, prennent en main du ciment, du sable, qui prennent une vraie brique, qui la placent et tout. Donc, pour vraiment goûter à ça et voir à quoi ça ressemble réellement. Donc le côté réel et le côté immersif est très très important dans l'événement. Très bien, donc l'événement c'est à partir de quelle date? Alors du 25 au 30 novembre. Du 25 au 30 novembre à l'EMEC de Medina Jdida, c'est là où se tiennent les foires et ainsi de suite. Ça, c'est pour un petit peu orienter nos chers amis téléspectateurs d'Oran. Alors, nos chers amis téléspectateurs qui nous viennent d'autres villes, donc marhaba bikom, les week-ends, c'est ouvert de 9h jusqu'à 18h. Voilà. Et les jours de semaine, donc la matinée, c'est consacré aux enfants. Et bien sûr, c'est à partir de 14h où c'est ouvert à tout le public jusqu'à 18h. Pour découvrir un petit peu Khotoatouk. Quant au programme du théâtre régional d'Oran, donc c'est toute la semaine. Donc on va voir le mardi et le jeudi, et le vendredi, c'est pour les enfants. Les autres jours, c'est pour les adultes. Donc, et de toutes les façons, le théâtre régional, il a toujours les portes bien ouvertes, avec son programme bien chargé. Et puis avec Sana Azaoui qui nous a fait l'honneur de participer à notre Bonjour d'Algérie. Donc c'était la dernière ligne droite. On arrive à la fin. Merci d'avoir accepté votre invitation. Je vous souhaite à vous, chers amis du matin, qui nous a suivis jusqu'à 9h30 jusqu'à maintenant. Donc, on vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. Je vous donne rendez-vous le mercredi prochain avec d'autres invités, d'autres plateaux et d'autres sujets, d'autres chansons aussi. Qui souvenir. Ciao. شرف نكون انا بنتك كلمة جزائرية حدها شرف نفديك بروحي كيما وعدتك علامك في السماء.